Les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce deuxième épisode où on va faire un point, un recap sur tous les événements importants qui se sont déroulés cette semaine. On a pas mal de choses à discuter ensemble, on a pas mal de choses à analyser, surtout d'un point de vue de la situation économique des États-Unis. On a eu pas mal d'informations, pas mal de news aussi concernant la prochaine réunion du FOMC le 10 décembre. On va examiner tout ça ensemble puisqu'on a eu pas mal de variations cette semaine du côté du dollar. On a eu aussi les indices boursiers américains qui ont eu pas mal de difficultés, le marché crypto qui est toujours en baisse, donc toujours une situation d'incertitude sur le marché. On va analyser tout ça ensemble, bien évidemment. On va passer un petit peu aussi à travers la zone euro, le Royaume-Uni, le Japon. Et à la fin, on verra tout simplement les événements critiques de la semaine à venir, tout ce qu'il faudra regarder, porter attention, bien évidemment. Et puis, voilà, ça clôturera du coup cette vidéo. Donc, encore une fois, full valeur. On fera un recap, un point sur absolument tout. Vraiment, je vous ai tout détaillé à travers ces fiches. On ira voir aussi un petit peu le marché, qu'est-ce qui s'est passé concrètement. On analysera aussi le Fed Watch Tool, donc concernant la prochaine réunion de la Fed le 10 décembre. Pas mal de choses aussi à dire par rapport à tout ça. Donc encore une fois, si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à faire les choses à la con, petit pouce bleu, abonnez-vous, laissez un petit commentaire, c'est toujours apprécié. Ça me permet de voir si le contenu justement vous plaît, si vous voulez échanger avec moi, n'hésitez pas aussi à le faire sur Instagram. Et ça permet aussi de développer du coup ma chaîne. Donc j'apprécierai toutes les personnes qui prendront 2 petites secondes justement à faire tout ça, petit pouce bleu, commentaire et tout simplement vous abonner. Et sur ce, les amis, on est tout de suite parti pour analyser tout ça. Les amis, on va commencer la première partie de cette vidéo en analysant un petit peu l'opportunité. Ça va être très court encore une fois parce que j'ai juste exécuté un seul trade. Et parmi les opportunités que j'avais sélectionnées pour cette semaine, j'ai vraiment pris la pire position possible. Vraiment, encore une fois, je savais déjà que c'était une position qui était risquée, mais qui avait un très bon potentiel en termes de risque et reward. Encore une fois, je savais que c'était un risque. J'ai dû manager ma position en fonction, bien évidemment, ce que j'ai bien fait parce que je suis content de ne pas avoir perdu un risque complet quand même sur cette position. Peut-être certains d'entre vous auront pris également la même position. Ça a été le cas pour quelques-uns des élèves que j'accompagne en one-one. Donc, Aussie dollar en achat que j'ai exécuté en début de semaine. Très risqué, finalement, c'était pas un bon trade. Trade management, là, on pourrait même dire, bon, finalement, je m'en sors plutôt bien, mais j'avais tout simplement décidé d'exécuter cette position-là parce que la semaine dernière, je vous avais tout simplement dit que le sentiment du marché priçait justement pour un FP plus doux, ce qui a ramené du coup plus de probabilité que la Fed baisse les taux le 10 décembre et on aurait pu avoir justement un dollar plus faible à la suite de cette réunion-là. On aurait vraiment eu un spike très fort en soi à la baisse pour le dollar et ça aurait été positif du coup pour cette position-là. Encore une fois, c'était une idée qui n'a pas play out au final et j'ai dû réagir en fonction parce que très rapidement, ce début de semaine, on a eu un dollar qui a été très très fort parce qu'on a eu repricing aussi par rapport au FOMC. Au niveau du Fed Watch Tool, on était plus dans les 50-50. Donc forcément aussi par rapport à l'incertitude du marché avec justement le crash des cryptos, enfin le BTC qui est toujours en baisse, les indices boursiers qui étaient un petit peu en baisse, toute l'incertitude, le sentiment global du marché a fait en sorte que le dollar a repris aussi son statut de valeur refuge. Donc on a vu un dollar très très fort en ce début de semaine. Quand on analyse le sentiment du marché et qu'on sent qu'on est vraiment dans un sentiment risk-off, forcément les devises qui ont tendance à mieux performer durant des sentiments de risk-on comme les devises asiatiques, le dollar australien ou le dollar néo-zélandais ont beaucoup plus de difficultés, malgré encore une fois que l'Australie se comporte très bien. Le dollar australien, encore une fois, n'a pas su tenir et on va analyser tout ça ensemble. Encore une fois, j'ai perdu 0,44 R. Donc, encore une fois, je mets des screens sur absolument tout en point de vue d'exécution et on peut voir que techniquement, c'était très propre. Quand on regarde d'un point de vue technique, on a une belle zone des 0,65, on a une cassure juste ici en créant un nouveau high, on a un retour sur la zone justement des 0,65 où je suis exécuté sur les niveaux Fibonacci 0,618. On va se mettre en H1 tout simplement. On peut le voir que techniquement c'était plutôt propre. J'avais pas mal de confirmations techniques. Le Fonda, encore une fois, je savais que c'était risqué. C'était une position risquée par rapport encore une fois au sentiment du marché qui était beaucoup plus sur un sentiment risk-off. Et je me suis rendu compte très vite de mon erreur. C'est pour ça que j'ai tout simplement eu une gestion de trade qui était beaucoup plus agressive. Et un point qui était aussi à ne pas négliger, c'est que le sentiment, encore une fois, du marché. On voyait que j'étais positionné avec les retail aussi. Où on avait 59% encore une fois des retail qui étaient positionnés en achat. Donc ça encore une fois, c'était pas forcément rassurant concernant ma position. Donc très vite en fait, on a eu cette réaction-là où on a rebondi encore une fois sur les 0,64, 6. Quand on a eu cette réaction à la hausse, très rapidement, tout simplement, j'ai placé mon trail stop juste ici et je me suis fait sortir, quoi, je crois mardi ou mercredi, très rapidement avec mardi, voilà, je l'ai noté ici avec 0,44 R. Donc au lieu de perdre un risque complet, j'ai perdu un peu moins que la moitié de mon risque. Donc quand même, content de ma gestion de trade parce que encore une fois je me suis rendu compte et je savais que c'était risqué encore une fois, mais j'ai quand même voulu prendre ce risque parce que si on avait eu des données
NFP qui aurait sorti plus douce forcément, puisqu'on avait déjà une réaction très forte du dollar. On aurait pu avoir une belle réaction à la hausse sur Aussie dollar. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. On a eu des données qui ont surpris un petit peu à la hausse par rapport au consensus qui était prévu. Donc, encore une fois, voilà la seule position que j'ai exécutée cette semaine. Vraiment dommage, déçu de ma performance de cette semaine. Mais c'est des choses, encore une fois, qu'on ne peut pas changer. Ce qui est fait est fait. Par contre, le travail derrière, il a été fait, tout a été documenté. J'ai compris, bien évidemment, mon erreur. Et c'est ça l'importance d'avoir un bon journal de trading et de bien le documenter. C'est de pouvoir accumuler de la data, de comprendre un peu les erreurs que l'on fait. Ça fait 5 ans, encore une fois, que je fais du trading, les amis. C'est quelque chose que je fais avec discipline et régularité, bien évidemment, parce que je sais à quel point c'est important. Donc voilà, la semaine dernière, j'ai eu une très belle performance. Cette semaine, ça s'est un petit peu moins bien passé. Mais bon, c'est des choses qui arrivent. Si on va regarder maintenant le marché ensemble, j'avais quelques opportunités qui étaient vraiment intéressantes. J'avais une position aussi d'achat que je vous avais partagée. Avant l'ouverture du marché, le prix était sur la zone des 154,5. Je vous avais partagé la semaine dernière qu'on avait un bon potentiel pour aller chercher les 155, les 156, voire les 157. Ce qui a été le cas. Encore une fois, on est même allé chercher les 158. On a eu une recorrection qui a été faite. Encore une fois, dommage parce que j'ai pas eu l'opportunité de trader cette position-là parce que j'ai pas eu de retour sur les niveaux Fibonacci quand j'avais fibé justement cette impulsion-là. J'attendais un retour au moins sur les 0,38 ou la zone des 0, la zone pardon des 154,5 pour aller chercher tout simplement une opportunité d'achat. Malheureusement, la manière dont la plupart des traders qui ont tradé cette opportunité-là, c'était vraiment la cassure de cette petite trendline-là. Ce que j'ai pas pu faire malheureusement, c'était, j'ai pas pu l'exécuter, donc c'est dommage parce que l'idée était bonne. Mais bon, encore une fois, ça ne sert à rien. On peut avoir des idées, tant qu'on l'exécute pas, ça sert à rien. La seconde opportunité que j'avais, c'était euro-franc suisse que j'avais partagé également. Un misprice un peu, on était vraiment descendu sur des points super bas, euro CHF 0,91 ce qui n'avait pas été le cas depuis extrêmement longtemps. Quand on se met sur le point de vue daily, ça faisait extrêmement longtemps. Je voyais un repricing, JP Morgan voyait tout simplement un repricing de euro CHF jusqu'à la zone des 0,93. Malheureusement, encore une fois, l'opportunité je n'ai pas su l'exécuter. On a eu pas mal de range quand on a eu justement cette cassure-là. J'étais en H1. On n'a pas eu encore une fois de retour Fibo. On a eu une petite recorrection ici. Mais encore une fois, j'attendais un retour sur la zone ici pour être exécuté jusqu'au 0,93. Ce qui n'a pas été encore une fois le cas. Donc vraiment dégoûté de cette semaine. Mais ce qui est fait est fait. Encore une fois, j'ai pu exécuter une seule position. Et je suis totalement transparent encore une fois avec vous au niveau des résultats. C'est très important pour moi. Donc voilà un petit peu par rapport au recap de cette semaine. 3 opportunités, une seule exécutée et une mauvaise opportunité. Je m'en tire quand même plutôt pas mal parce que au lieu de perdre encore une fois un risque complet, je sors avec un demi-risque de perte, un peu moins d'un demi-risque. Donc c'est pas non plus super négatif, mais ça reste une semaine qui est négative. Pour le mois en tout cas, je suis toujours en profit, je suis toujours rentable sur le mois de novembre. On verra un petit peu ce que ça donnera cette semaine. Maintenant, on va passer sur tout simplement le Miro et on va analyser justement la situation économique des États-Unis. Donc on va analyser ensemble maintenant la situation économique des États-Unis et surtout qu'est-ce qui s'est passé concrètement cette semaine puisqu'on a vu un dollar très très fort en ce début de semaine. Par contre, plus on est arrivé vers la fin de la semaine, il y a eu un événement vraiment majeur qui a fait en sorte qu'on a eu une correction du dollar. Et je pense que là, un dollar très fort va commencer un petit peu à se calmer cette semaine. Pourquoi? Parce qu'on a tout simplement eu un événement majeur. Il y a plusieurs événements macro aussi qui vont faire en sorte qu'il faudra porter attention un petit peu à ce qui va se passer au niveau des États-Unis. Donc, avant qu'on analyse tout ça ensemble, les amis, je vous invite à rejoindre le school gratuit, premier lien en description, puisque c'est là que je partage littéralement de la valeur au quotidien. Vous avez une partie Classroom où je vous ai tout simplement mis toutes mes vidéos les plus importantes de la chaîne. Vous avez aussi une partie ressources gratuites où je viens de sortir tout simplement un e-book gratuit de 24 pages où je vous explique un peu comment créer un système de trading rentable par rapport à votre manière de trader, disponible en PDF. Vous avez aussi le guide PropFirm, le plan de trading et le livre Mark Douglas pour tous ceux qui ont des problèmes de psychologie. Vous avez tout simplement le livre gratuit en PDF. Encore une fois, c'est full valeur pour vous, les amis, c'est gratuit. Donc, rejoignez la communauté. Et vous avez aussi dans la partie drop de valeur, 1 ou 2 rapports quotidiens qui seront publiés également. Donc, n'hésitez pas à rejoindre, c'est gratuit. Je vous accepterai bien évidemment tous. Voilà, parenthèse maintenant fermée. On va repasser sur le Miro. On va analyser ensemble maintenant la situation des États-Unis, situation encore une fois qui nous mène dans une incertitude totale avec plusieurs événements. Comme vous le savez, la Fed est actuellement data dépendante, c'est-à-dire qu'elle a besoin de données pour ajuster sa politique monétaire. Maintenant, la prochaine réunion est prévue le 10 décembre. Ça, c'est pas une news. Par contre, ce qui est nouveau, c'est qu'on aura les données du NFP qui seront uniquement publiées le 16 décembre, soit 6 jours après la réunion. Et les données du CPI du mois de novembre seront publiées 8 jours après la réunion de
du 10 décembre. Donc encore une fois, ça met la Fed dans une situation assez délicate, dans une situation de brouillard, puisqu'elle n'a aucune donnée depuis 2 mois. On n'a pas les données du mois d'octobre parce que le gouvernement a été shut down. Les données du mois de novembre seront retardées parce qu'on a eu tout simplement la première moitié du mois de novembre qui était encore une fois en pause. Comme je vous le rappelle, le gouvernement a tout simplement réouvert la semaine dernière, ça fait une semaine, donc ce qui fait en sorte que voilà, on n'aura pas de données du mois d'octobre, CPI ni NFP. Par contre, les données du mois de novembre seront publiées après la réunion du 10 décembre. Donc ça rend vraiment la situation délicate. On regardera ensemble un petit peu les deux possibilités de la Fed, juste ici sur la deuxième page. Mais avant tout ça, on va analyser un petit peu les annonces économiques qui sont sorties, à commencer par les données des PMI flash du mois de novembre, qui nous montrent encore une fois que l'économie américaine se porte plutôt bien, malgré les incertitudes. On a eu les données PMI composite qui sont sorties à 54,8, les données PMI service à 55, qui nous montrent encore une expansion au niveau de l'économie américaine. De l'autre côté, on a eu aussi le rapport NFP du mois de septembre qui a été publié du coup ce jeudi, qui a pas forcément amené une énorme volatilité sur le marché parce que le dollar déjà avait énormément de force en ce début de semaine sur les 3 premiers jours, pardon. On a eu vraiment un dollar assez fort parce que les probabilités étaient plus sur du 50-50 quand on regardait le Fed Watch Tool. On va aller tout simplement regarder ça. On était à 44% la semaine dernière, 44% que la Fed tout simplement baisse les taux de 25 points. Là, on est repassé à 71%. Il y a un événement qui a fait en sorte qu'on est repassé vraiment sur au-dessus des 70%. On le regardera juste après, mais c'est pour ça qu'on avait justement le dollar qui était assez fort parce qu'il y avait pas mal d'incertitudes sur le marché aussi. Quand on regardait les indices boursiers américains, le marché des cryptos, on voyait justement encore une fois le marché crypto, littéralement, c'est un couteau qui tombe. Pareil aussi pour le marché tout simplement des indices boursiers américains. On va regarder ça ensemble. Quand on regarde le S&P depuis mercredi 12 novembre, depuis la réouverture du gouvernement, en fait, on voit le marché des indices boursiers qui est en chute. Pareil sur le Dow Jones, pareil sur le Nasdaq. Mercredi, on a eu les données tout simplement Nvidia qui ont un petit peu rassuré le marché en tant que tel. C'est pour ça que mercredi, le marché des indices boursiers est reparti un petit peu à la hausse. Mais autre que ça, depuis la réouverture du gouvernement, les amis, on est vraiment dans une période d'incertitude. En plus de ça, on n'a pas les données du NFP ni les données d'inflation de octobre et novembre qui seront disponibles avant la réunion du 10 décembre. Donc encore une fois, ça va vraiment la Fed dans une situation très délicate. On ne sait pas trop qu'est-ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'ils vont garder les taux inchangés? Est-ce qu'ils vont baisser de 25 points? Ça, c'est vraiment encore une fois la question que tout le monde aimerait avoir en termes de réponse. On peut juste regarder un peu le Fed Watch Tool qui, pour le moment, nous montre qu'il y a plus de probabilité quand même qu'on ait un cut de 25 points. On regardera un petit peu pourquoi on a eu ce shift-là sur le Miro, sur la deuxième page juste à côté. Mais voilà un petit peu pour vous parler de ce qui se passe au niveau du marché, de l'incertitude sur le marché. Et effectivement, quand on voit les indices boursiers chuter, le Bitcoin qui chute aussi, le Bitcoin vraiment qui est en train qui a bien chuté encore une fois cette semaine. On est passé des 106 000 depuis le 11 novembre. Là, on est en 9 jours, on a touché même les 80 000. Donc, c'est pour vous montrer que on a une incertitude, on a un sentiment risk-off actuellement sur le marché. Et le dollar qui a repris un petit peu aussi son statut de valeur refuge. Quand on regarde le DXY, on voit qu'on est repassé aussi au-dessus des 100. Par contre, là, je vois un dollar qui va un petit peu plus se calmer, se stabiliser et qui sera aussi très data dépendante. On a quelques news qui vont aussi être là. On aura les données du PPI mardi. On aura aussi le Unemployment Claims qui sera très important. C'est un petit peu les seules données par rapport au marché de l'emploi qui seront publiées avant la réunion du 10 décembre. Donc, ça sera quand même important de tenir compte de tout ça. Quand on regarde justement les données d'emploi du mois de septembre, on est sorti à 119 000 par rapport à 51 000 attendus, taux de chômage à 4,4%. Et on voit que les secteurs qui sont en croissance, qui se portent plutôt bien, c'est loisirs, hôtellerie, gouvernement et santé, éducation. Par contre, attention, il y a des signaux inquiétants par rapport au secteur manufacturier de construction qui sont en stagnation, voire en contraction. Et on peut voir aussi que les demandes continues d'allocation chômage sont en hausse aussi depuis le mois de mai, tout simplement. On peut voir effectivement que les personnes qui perdent leur emploi mettent plus de temps à en retrouver un, qui nous montre tout simplement un marché du travail qui se dégrade actuellement. Donc, situation qui pourrait faire en sorte que la Fed pourrait s'appuyer justement sur les demandes d'allocation chômage pour tout simplement appuyer le fait que le marché de l'emploi actuellement est tout de même en dégradation progressive, ce qui pourrait rajouter justement du poids et faire en sorte qu'elle pourrait baisser de 25 points tout simplement. Mais outrement que ça, les amis, on a eu vraiment quelque chose, un événement majeur qui se produit vendredi, qui a fait en sorte que on est passé quasiment d'un 50-50 à plus de 70%. Et ça, c'est tout simplement le revirement de Williams, qui est un membre de la Fed qui est très 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 important. Pourquoi? Parce que John Williams fait partie
de la Troïka, la plus influente de la Fed, avec Powell et le vice-président. Ces déclarations sont souvent utilisées pour recalibrer le marché lorsque les anticipations s'écartent des intentions réelles du FOMC. C'était le dernier membre à parler avant simplement la situation blackout. Donc, je vous ai expliqué un peu ce que c'est que la situation blackout. Il a tout simplement annoncé une baisse des taux reste possible à court terme compte tenu de la politique monétaire modérément restrictive actuelle. Il a dit ça tout simplement le 21 novembre, soit hier, ce qui a remis tout simplement les possibilités qu'on a une baisse le 10 décembre. Donc on est passé encore une fois des 50-50 vers les 71%. C'est pour ça qu'on a vu justement un dollar qui est un petit peu corrigé. On n'a pas eu un gros mouvement, mais on a eu une petite correction quand même au niveau du dollar. Les indices boursiers, le S&P a un petit peu rebondi suite à cette déclaration-là. Mais surtout, là où il y a eu un gros changement, c'est au niveau, bien évidemment, du Fed Watch Tool, où on est repassé à 71%. Autre chose qui sera très importante, les amis, concernant la réunion du 10 décembre, c'est le FOMC Projection, comme vous le savez, qui est très important, qui vient à chaque 3 mois. On a eu le dernier FOMC Projection au mois de septembre. Je ne sais pas si je le dis bien, mon anglais est un peu éclaté, les amis. Mais bon, on s'est compris, où on aura tout simplement aussi, concernant tous les membres du FOMC qui vont tout simplement, il y a une médiane qui est faite, comme on peut le voir ici, sur l'année 2025-2026, par rapport au GDP, donc au PIB, par rapport au unemployment rate, donc le taux de chômage, aussi les données PCA inflation, qui est tout simplement la donnée d'inflation préférée de la Fed, et aussi par rapport au Federal Funds Rate. Donc on va voir justement un changement aussi au niveau du dot plot. Quelles sont les projections justement des membres? Comme on peut le voir ici, sur le Fed Watch Tool, quand on voit ici sur le chart dot plot, on peut voir que la médiane là actuellement, on est plus vers les 3,60, allez 3,60, un truc du genre. Comme on peut le voir ici, c'est écrit, de toute façon 3,6 par rapport à 3,9. C'est pour ça qu'on avait une grosse baisse du dollar lors de la réunion du mois de septembre. Donc là, au lieu que ça soit ici June Projection pour la réunion de décembre, ça sera September Projection, et ici, ça sera tout simplement les projections du mois de décembre, quoi, ce qu'ils voient pour l'année 2026 et 2027. Donc ça sera vraiment une réunion qui sera très importante. Il y aura pas mal de volatilité s'il y a des changements qui sont faits au niveau du dot plot. Ça, encore une fois, les amis, juste parce que je vous ai dit ça, mettez le petit pouce bleu, abonnez-vous si ce n'est toujours pas fait, parce qu'il y a beaucoup de gens qui gardent ces informations-là pour eux, qui les factureront plusieurs milliers de dollars. Et moi, je vous donne ça, encore une fois, gratuitement. Donc voilà un petit peu par rapport aussi au revirement de Williams. Maintenant, concernant le blackout, qu'est-ce que c'est? À partir du 22 novembre, donc le jour où je tourne cette vidéo, les membres du FOMC entrent en période de restriction des communications jusqu'à la réunion du 10 décembre. Donc on n'aura plus aucun membre de la Fed qui portera parole. Sur les 2 dernières semaines, on a eu plusieurs membres justement qui ont simplement partagé un peu leur point de vue au niveau de la situation des États-Unis, surtout concernant la situation du 10 décembre, concernant la projection des taux de la Fed. On a eu plusieurs membres hawkish, plus dovish, mais encore une fois, l'idée générale, c'est qu'on était plus vers un ton hawkish neutre que dovish, quoi. Donc le fait qu'on ait plus de membres qui vont tout simplement porter parole avant la réunion du 10 décembre, ça met encore une fois l'incertitude au niveau des États-Unis. Qu'est-ce qui va se passer concrètement au niveau de la réunion du 10 décembre? La seule chose qu'on peut regarder, c'est tout simplement ici, voilà, le fait de les probabilités de cut qui sont actuellement plus enclins, encore une fois, d'une baisse qu'un maintien. Encore une fois, c'est pour ça que je vous dis que là, le dollar devrait un petit peu se calmer, se stabiliser, avoir un petit peu, on va vraiment s'attarder aux données ici, et surtout aux unemployment claims qui seront très importants jusqu'au 10 décembre. Donc voilà un petit peu concernant la situation économique des États-Unis. Mon interprétation, je l'ai écrit ici, les commentaires de Williams ont totalement redessiner des anticipations juste avant le blackout, un timing qui ne peut être accidentel, serait vraiment dovish, suggère que la troïka de la Fed, Powell, Williams, Clarida, penche vers un assouplissement continu malgré l'absence de données récentes, préférant le risque d'en faire trop plutôt que pas assez. Donc encore une fois, pour le moment, on est plus enclin vers une baisse de 25 points que un maintien par rapport à ce que Williams a dit. Donc voilà un petit peu concernant la situation économique de ce qui s'est passé cette semaine concernant les États-Unis. Donc on a eu une force du dollar encore une fois en début de semaine. On a eu le dollar qui s'est un petit peu stabilisé par rapport à ce que Williams nous a dit vendredi. Donc à voir, je vous tiendrai au courant de tout ça tout simplement lors du 3e épisode. Mais voilà pour faire un peu le recap de ce qui s'est passé concernant la situation des États-Unis cette semaine. Ok, maintenant les amis, regardons un peu la situation de la zone euro. Donc la zone euro, l'euro cette semaine s'est porté un petit peu moins bien, donc a eu un peu plus de difficultés, et c'est tout à fait logique et normal. Pourquoi? Parce qu'on a eu un dollar qui était assez fort, donc forcément l'euro a un peu plus de difficultés et ça se ressent sur le marché. Quand on regarde l'euro USD, on était en baisse toute la semaine, on est passé des 1,16 vers les 1,1500. Il s'en est porté plutôt bien quand même, mais par rapport à plusieurs prévisions d'institutions ING, JP Morgan,
euro USD actuellement est sous-évalué. C'est pour ça que j'ai mis 2 alertes sur la zone des 1,148 qui me semble vraiment une zone intéressante où on a déjà eu pas mal de rebonds techniques. Donc, c'est pour ça que j'ai mis une alerte là et une alerte aussi sur la zone des 1,156. Pareil, on a eu quelques rebonds techniques. Et potentiellement, les 2 scénarios possibles, c'est soit on vient retester la zone des 1,148 pour partir à la hausse, ou soit directement, on repart à la hausse en début de semaine. Hop, on vient break cette zone-là pour faire un retest et pour partir. C'est les 2 scénarios que je regarde actuellement sur ma watchlist concernant euro USD. Tout dépendra encore une fois de l'amélioration et du sentiment du marché et surtout de l'outil de Fed Watch Tool, bien évidemment. Mais comme je vous l'ai dit, je pense que force du dollar va commencer un peu plus à se stabiliser et il faudra surtout tenir compte aussi des potentielles annonces aussi géopolitiques concernant Ukraine, Russie, bien évidemment, parce qu'il y a eu des avancées concernant ça, où les États-Unis ont présenté aussi un plan d'action de paix au niveau de l'Ukraine. Et voilà, par rapport à ça, ça peut amener aussi un peu de volatilité sur le marché. Et si c'est le cas, ça serait bien évidemment positif pour l'euro. Deuxième des choses, Christine Lagarde réaffirme que les baisses de taux soutiennent de plus en plus les conditions de financement et que le stimulus fiscal allemand aura un effet mesurable sur la croissance qui serait positif, bien évidemment, pour l'euro. Concernant les données PMI, on s'en sort plutôt, encore une fois, plutôt bien. 53,1 pour les PMI services, PMI manufacturé, un petit peu, encore une fois, en contraction. Les composites, j'ai juste à les regarder sur Trending Economics. On est plutôt voilà, 52,4, ce qui est plutôt, encore une fois, positif pour l'euro, mais malgré des données qui sont plutôt bonnes et une stabilité au niveau de la zone euro, l'euro a un peu plus de difficultés, encore une fois, parce que le dollar en a profité tout simplement cette semaine. Donc voilà un petit peu, pas grand-chose à dire concernant l'euro. Il faudra simplement surveiller un petit peu ce qui se passe au niveau du dollar. Si le dollar performe moins bien, forcément l'euro prendra avantage. Si le dollar continue d'être fort, forcément l'euro aura un peu plus de difficultés. Mais je m'intéresse vraiment à ce qui va se passer sur euro USD, encore une fois. Donc voilà, concernant la zone euro, pas grand-chose à dire sinon. Ok les amis, on va maintenant étudier un petit peu l'évolution de la situation économique du Royaume-Uni qui n'a pas changé en tant que tel. On n'a toujours pas trouvé de solution concernant les déficits budgétaires de 30 milliards. Donc on a un trou fiscal de 30 milliards à combler avant le 26 novembre, ce qui, encore une fois, fait perdre la confiance des investisseurs au niveau de la situation économique UK. Donc on a vu tout simplement une hausse des rendements des guilds, ce qui veut dire tout simplement que les investisseurs perdent confiance, donc demandent des rendements plus élevés concernant les bonds, donc les obligations, et ce qui indirectement fait baisser la livre sterling. La BOE, de toute façon, n'aura pas le choix de baisser, enfin, c'est déjà entièrement, quasiment certain que la BOE baisse les taux quand on regarde justement le IR Tracker. 95% de chances que la BOE baisse les taux lors de leur prochaine réunion du 18 décembre. De toute façon, on avait Andrew Bailey avait tout simplement mentionné, enfin le gouverneur de la BOE, il s'appelle Andrew Bailey, avait tout simplement mentionné que si on avait des signes d'amélioration au niveau de l'inflation, forcément, ça l'inciterait à se placer pour un cut de 25 points, ce qui a été le cas puisqu'on a eu des données d'inflation cette semaine concernant UK. On a eu une amélioration, le CPI headline est tombé à 3,6% d'un point de vue annuel, le CPI core, lui, est à 3,4%. On a aussi des améliorations au niveau de l'inflation service qui est repassée à 4,5, logement 4,1, l'alimentation qui reste tout de même élevée 4,9, mais on a quand même une amélioration qui est faite. Donc forcément, ça augmente les probabilités que la BO baisse les taux lors de leur prochaine réunion. Et encore une fois, la situation économique UK, on est dans une période de stagflation, pardon, où on voit encore une fois que la croissance UK actuellement est assez faible. On peut le voir, la croissance est à plus 0,1 par rapport à 0,2 qui était attendu pour le Q3. L'emploi, le secteur de l'emploi est toujours faible, en contraction tout simplement. Donc, il y a des fortes chances, 95% de chances encore une fois, que la BO baisse tout simplement de 25 points. Maintenant, on attend l'événement majeur du 26 novembre pour voir s'il y a une solution qui est faite. Mais comme je le dis, il y a vraiment une grosse incertitude, il y a une baisse de confiance des investisseurs. Ça se ressent aussi au niveau du GPB qui est en difficulté sur ces derniers 2-3 semaines. On a eu tout simplement un petit rebond technique effectivement sur le GPB parce que le dollar a soufflé vers la fin de la semaine, ce qui a permis un peu au GPB de reprendre. Mais encore une fois, si je devais me positionner d'un point de vue court terme, moyen terme, je serais plutôt vendeur sur le GPB par rapport à plusieurs facteurs macro que je viens de vous citer juste là. Donc voilà un petit peu concernant la situation économique UK. On va attendre tout simplement le résultat de ce qui va être annoncé concernant les déficits budgétaires le 26 novembre, l'inflation qui montre des signes d'amélioration, les guilds qui montrent un peu une baisse de confiance des investisseurs et le GPB qui directement en paye un petit peu cash. Comme je vous le dis, je ne serais pas forcément dans l'optique d'acheter du GPB pour le moment. J'attendrai aussi la solution proposée
par Rachel Reeves concernant le déficit budgétaire, enfin le trou fiscal. Donc voilà, je vous tiendrai au courant la semaine prochaine de ce qui s'est passé au niveau de la solution proposée par Rachel Reeves et de la réaction aussi de la livre sterling. Donc portez attention aussi à cette semaine, à la situation du 26 novembre, très important. Encore une fois, je vois plus des signes à la baisse pour la livre sterling que des signes haussiers par rapport à tous les facteurs que je viens de vous citer juste là. Passons au Japon maintenant, les amis. Pas mal de choses aussi à dire. Enfin, pas mal de choses, c'est un grand mot. Mais on est toujours, encore une fois, dans l'incertitude au niveau de l'intervention du ministère des Finances japonais. Je vous avais prévenu la semaine dernière que potentiellement, on était proche d'une intervention, ce qui n'a pas été encore le cas cette semaine. Mais encore une fois, il y a des rumeurs comme quoi ça pourrait être possible si USD/JPY continue sur une tendance haussière. Et plus on se rapproche de la zone des 157, 158, comme on l'a vu sur le graphique, plus on pourra avoir une intervention possible. Et comme vous le savez, il y a le Thanksgiving jeudi qui va commencer. Donc le marché sera clôturé jeudi et vendredi, on aura juste la moitié de la journée qui sera ouverte au niveau du marché américain. Donc plus on approche des 158, plus il y a un potentiel risque que le marché des autorités financières japonais interviennent et ça pourrait être un moment critique justement que ça soit fait jeudi quand il y aura une faible volatilité. Donc attention encore une fois à ça, je vous l'avais montré la dernière fois que le marché des autorités financières japonais avait été revenu, c'était lors du juillet 2024 où on a vu vraiment une grosse réaction. On peut le voir juste ici sur la zone des 162. On peut voir aussi que la dernière fois, le 15 janvier, lorsqu'on avait atteint le niveau des 158, on avait aussi une intervention qui a été faite, qui était revenue jusqu'à 140. Et là, on arrive vraiment tout proche de cette zone-là. On peut voir déjà une première réaction à la baisse. Donc, encore une fois, on pourrait voir potentiellement une continuation haussière, tendance haussière, à voir maintenant comment le prix va réagir sur la zone des 158. Si on est proche de la zone des 158 à partir de jeudi, vendredi, attention, encore une fois, à prendre avec des pincettes. Je ne vous dis pas qu'il y aura absolument une intervention de la BOJ et qu'on verra une grosse réaction à la baisse, mais il faudra vraiment porter attention à partir de jeudi si on voit encore une fois une tendance haussière. On a eu aussi plusieurs membres de la BOJ qui ont opté un petit peu plus pour un ton hawkish puisqu'on voit tout simplement une inflation persistante au-dessus des 2%. On a une faiblesse excessive, ça se voit un peu concernant pas juste USD Yen, mais Euro Yen et toutes les autres paires qui touchent le Yen où on est vraiment sur une grosse tendance haussière. Donc attention, peut-être que la BOJ pourrait intervenir, mais aussi opter pour un ton plus hawkish lors de leur réunion du mois de décembre. Quand on regarde justement le marché STR, on peut voir que potentiellement, il y aura une hausse de 25 points qui sera faite au mois de mars, qui est confirmée. C'est ce qu'on prévoit par le marché. Encore une fois, on aura un maintien quasiment certain lors de la prochaine réunion du 19 décembre, où on presse 78% de chance qu'il n'y aura aucun changement, que les taux resteront à 0,5, mais et plutôt une hausse lors de la réunion du mois de mars et vers la fin 2026, on sera plus vers les 1%, ce qui est encore une fois indiqué juste ici, ce que j'avais indiqué juste ici. Donc encore une fois, interprétation macro, la combinaison d'un temps hawkish de la BOJ d'une stratégie d'intervention MOF, donc encore une fois des marchés d'autorité financière du Japon, plus sophistiqué crée un environnement où USD/JPY pourrait connaître une correction significative, surtout si les autorités exploitent la faible liquidité du Thanksgiving qui sera du coup jeudi quand on regarde le calendrier économique. Je vais juste me mettre, hop. Donc voilà, comme on peut le voir ici, Bank Holiday, tout simplement jeudi, donc c'est le Thanksgiving. Vendredi, ça sera juste la moitié de la session de New York qui sera ouverte. Après ça, le marché clôturera plus tôt. Il faudra porter attention à la zone des 158, je pense sur USD Yen, parce qu'on pourrait encore une fois avoir une potentielle intervention de la BOJ. Comme je vous l'ai déjà dit, la BOJ est très smart et ne va pas intervenir à n'importe quel moment. Elle va intervenir soit quand il y a une donnée décevante des États-Unis, ou soit quand il y a un moment comme ça où il y a un peu moins de volatilité pour vraiment mettre un vrai coup de massue. Donc, il faudra porter attention à partir de jeudi de l'évolution de la paire USD-Yen, encore une fois, et des commentaires des membres de la BOJ. Donc, voilà un petit peu concernant la situation économique du Japon. Pas grand-chose à dire autrement que ça. Maintenant, si on regarde un peu les événements critiques de la semaine prochaine, plusieurs choses. Comme je l'ai dit, le budget UK le 26 novembre, qui sera vraiment un moment de vérité, histoire de voir un petit peu ce qui va être proposé par Rachel Reeves. Dans tous les cas, je pense qu'on pourra avoir une réaction quand même à la baisse concernant le GPB, c'est ce que le marché price. Ensuite, on aura aussi la réunion de la RBNZ. Ici, petite faute, c'est pas le 27 novembre, mais c'est plus le 25 novembre, si je ne dis pas de conneries. Ouais, voilà. C'est mardi 27 novembre, on aura le RBNZ Monetary Policy Statement, où on price encore une fois une baisse de 25 points.
Puis finalement, jeudi, on aura le Thanksgiving, où on pourrait potentiellement avoir une intervention de la BOJ. Donc voilà un petit peu concernant les événements. Si on regarde un petit peu le calendrier économique, on peut voir que début de semaine, plutôt calme même, on aura les données PPI et les retail sales qui sont simplement publiés mardi. Donc portez attention à ces données-là parce qu'elles risquent quand même d'amener un petit peu de volatilité sur le marché. On aura les données CPI australiens mardi également, et puis la réunion de la RBNZ. Enfin, si vous êtes en France, ça sera dans la nuit de votre côté, la nuit de mercredi, pas de mardi. On a aussi le CB Consumer Confidence qui est quand même un indicateur assez important aussi du côté des États-Unis. Pour mercredi, on aura encore une fois les données d'allocation chômage au lieu de jeudi, puisque jeudi c'est férié aux États-Unis, elles seront publiées tout simplement mercredi. Et puis, autrement que ça, il n'y a pas grand-chose à dire. On aura aussi les données du CPI Core d'un point de vue Tokyo à regarder. Et puis, on aura aussi les données du PIB canadien vendredi. Donc, semaine plutôt calme, relativement plutôt calme comparativement aux autres semaines où il y a eu plus de volatilité. Il faudra porter aussi attention un petit peu au sentiment du marché. Donc, regardez encore une fois les différents marchés, que ce soit les indices boursiers, le marché crypto, qui sont des bons indicateurs, aussi le marché des matières premières, les bonds aussi, les obligations américaines, qui sont aussi des bons indicateurs à regarder pour estimer, pour comprendre un peu le sentiment du marché. Est-ce qu'on est plus sur un sentiment, encore une fois, globalement, encore une fois, risqué, bien évidemment, mais est-ce que ça va se calmer un petit peu? Faudra évaluer un petit peu cette semaine tous ces marchés-là et voir un peu ce qui en est. De toute façon, je vous tiendrai à jour, encore une fois, dans le school gratuit. Donc n'hésitez pas, encore une fois, à rejoindre le school gratuit. Si vous avez des questions, à me les poser, bien évidemment, en commentaire de cette vidéo ou à directement les poser sur Instagram si vous voulez qu'on discute ensemble. Et pour tous ceux qui souhaitent réserver un appel de structuration avec moi, il y aura aussi le lien en description de cette vidéo. J'espère en tout cas que vous aurez apprécié encore une fois ce contenu. Si c'est le cas, encore une fois, mettez le petit pouce bleu, abonnez-vous, envoyez de la force en commentaire de cette vidéo. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Henri. Ciao, ciao.